Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGTN français. Bienvenue dans cette émission spéciale portant sur l'ouverture de la 4e session du 13e comité national de la CCPPC ou bien la conférence consultative politique du peuple chinois. La cérémonie d'ouverture va être lancée dans une demi-heure et nous la suivrons évidemment en direct. Et entre-temps, je vous invite à découvrir et à approfondir un peu plus votre compréhension de ces deux sessions qui représentent un événement annuel très important pour ne pas dire primordial de la vie politique du peuple chinois. Et pour en parler, nous avons invité M. Wu Zexian, commentateur de CGTN français, à me rejoindre sur le plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cette discussion. C'est un plaisir. Et merci. Et avant d'ouvrir notre discussion, voici quelques reportages pour pénétrer un peu dans le reportage, dans notre sujet principal. Nous sommes maintenant dans le temps des deux sessions. L'organe consultatif qu'est la conférence consultative politique du peuple chinois commencera ses réunions cet après-midi à Beijing. Le principal conseiller politique Wang Yi présentera un rapport de travail du comité national et certains conseillers rencontreront la presse avant la séance d'ouverture. Toujours aujourd'hui, les législateurs tiendront avant leur session des réunions préparatoires de l'Assemblée populaire nationale qui s'ouvrira demain matin. La PN tiendra une conférence de presse plus tard ce soir. La Chine a été la seule grande économie à annoncer une croissance positive pour l'année 2020, mais un économiste chinois de premier plan et membre du CCPPC affirme qu'elle n'est pas encore sortie du poids, surtout pour les groupes à faible revenu du pays. L'économie chinoise a touché le fond au premier trimestre de 2020 et a très bien rebondi. Mais l'économiste Wang Yiming n'est pas entièrement soulagé ce printemps, alors même qu'il s'attendait à ce que l'économie chinoise livre des chiffres encore plus édifiants au cours des premiers mois de 2021. Les statistiques du premier et du deuxième trimestre seront bonnes, mais je crois aussi que les entreprises, surtout les plus petites, diront qu'elles ne s'en sortent pas très bien. Nous devons comprendre que la croissance prévue provient maintenant en grande partie d'une ligne de base très faible pour 2020. Les bonnes politiques macroéconomiques ne devraient en aucun cas glisser simplement parce que les chiffres sont encourageants. Wang dit également qu'il est préoccupé par les groupes à faible revenu de la Chine, dont beaucoup sont des travailleurs essentiels dans l'industrie des services. Il a proposé une assurance dommage à grande échelle pour les travailleurs de concert, comme les coursiers au cours de 2 sessions de l'année dernière. Et le président chinois Xi Jinping y avait répondu. Cette année encore, Wang remettra des propositions pour les personnes à faible revenu. Ce qui m'a fait penser cela l'an dernier, c'est de voir les taux d'épargne monter. Pour les groupes à faible revenu, cela signifie qu'ils prennent des précautions contre les risques futurs et ne dépensent pas autant. J'espère trouver des moyens de les aider à être mieux payés et à être heureux de consommer. Wang dit que l'accent mis sur la montée en puissance de la consommation n'était pas seulement sa volonté. La Chine souhaite en effet désormais se tourner vers sa propre demande intérieure. Et nous enchaînons avec l'interview sur le plateau. Rebonjour Monsieur Wu. Nous Bonjour. savons que la CCPPC ou bien plus précisément la conférence consultative politique du peuple chinois est surtout un organe consultatif. C'est d'ailleurs le plus haut organe consultatif politique du peuple chinois. Est-ce que cela signifie qu'elle n'a pas de pouvoir de décision? Et dans ce cas-là, quel rôle joue-t-elle finalement dans la politique chinoise? Disons que la CCPPC participe activement au processus de prise de décision. De quelle façon? C'est-à-dire, c'est une conférence qui étudie tout au long de l'année les différents dossiers importants concernant la vie économique et sociale. Ce sont des gens qui formulent des idées, des propositions, qui déposent des motions pour aider la prise de décision. Donc c'est un système, c'est un mécanisme assez particulier de la démocratie chinoise. Très à la chinoise. Très à la chinoise, c'est très particulier. Donc vous avez donc cette conférence, CCPPC, qui joue son rôle très important, indispensable pour la prise de décision.
voilà, qui serait faite par l'Assemblée populaire nationale. Les deux travaillent ensemble. Et donc la CCPPC n'a pas de pouvoir de décision, mais elle contribue également à la prise de décision de la Chine. Énormément. Oui. Elle participe pleinement à la prise de décision. Et puis l'ouverture de la session annuelle de la CCPPC signifie, cet après-midi en fait, signifie que nous sommes officiellement entrés dans le temps des 2 sessions et cette fois-ci, cette année, un peu plus d'une semaine. Et c'est très important pour la vie politique du peuple chinois, bien sûr. Mais nous nous demandons pourquoi les 2 sessions sont-elles tellement importantes pour le peuple chinois? Tout simplement, chaque année, les 2 sessions traitent les grands dossiers du développement économique et social du pays. Mais quand on parle de développement économique et social, cela concerne la vie de tous les Chinois. Bien sûr. Si vous souhaitez améliorer votre niveau de vie, il faut penser au développement économique du pays. Il faut penser à l'amélioration du système de protection sociale. Tout ça, justement, sont des objets de discussion chaque année lors des 2 sessions. C'est pour cette raison que les 2 sessions sont très très importantes pour la vie de tous les Chinois. Voilà. Et en plus, non seulement les dossiers annuels sont traités, tous les 5 ans, on parle aussi du plan quinquennal. Voilà, c'est aussi cette un année mécanisme particulière. Hein. Voilà, c'est le cas de cette année. On va discuter c'est le début du 14e plan quinquennal. Oui. Donc, tous les 5 ans, on parle aussi de ça pour voir quelle serait l'orientation du développement économique et social du pays pour les 5 ans à venir. Ça, c'est aussi très important. Donc, non seulement pour 1 an, qui est à court terme, mais aussi pour 5 ans à moyen terme. En plus, cette année, c'est le cas, on va parler aussi d'un programme de développement pour la période d'ici jusqu'à l'année 2035. C'est-à-dire 15 ans, d'ici 15 ans. Donc, c'est un programme à long terme. Oui. Pour le développement économique et social du pays. Donc les 2 sessions vont discuter de tout ça. Voilà, ils vont discuter de tout ça. C'est évidemment important pour tous les Chinois. Voilà, c'est ça l'importance des 2 sessions. Et donc si on étudie les 2 sessions, on saurait plutôt le développement de la Chine dans le long terme, à moyen terme aussi. Bien sûr, si vous étudiez bien les 2 sessions, les 2 sessions, c'est-à-dire les documents qui pourront naître à la suite des discussions, eh bien, vous allez avoir une idée assez claire. Sur le projet à long terme. À moyen terme, à long terme. Oui. C'est-à-dire une tradition chez nous de fixer toujours des programmes ou des plans, non seulement pour l'avenir proche, mais aussi pour des prévisions à court et à long terme. Donc, tout ça, c'est prévisible. Tout à fait. Et puis les 2 sessions se tiennent normalement début mars, mais l'an dernier a été un cas particulier, une exception, parce que à cause de la Covid-19, les 2 sessions ont dû être reportées de 2 mois et les 2 sessions se sont tenues, bien sûr, finalement en mai dernier. Et cette année, malgré la pandémie qui est toujours en cours, qui plane toujours sur notre planète, les 2 sessions, l'événement a eu lieu comme d'habitude, c'est-à-dire ce mois-ci, mais cette fois-ci, la durée de ces 2 sessions a été plus ou moins raccourcie, c'est-à-dire cette semaine, il s'agit tout simplement d'un peu plus d'une semaine. Et donc, est-ce le signe de la reprise d'une vie totalement normale ici en Chine? Je pense que c'est quasi totalement normal. Parce qu'en fait, depuis la 2e moitié de l'année dernière, l'économie chinoise a retrouvé une croissance. le plein fonctionnement, avec la croissance qu'on connaît. Les activités économiques ont été reprises finalement depuis déjà un certain temps. La vie quotidienne des gens, je peux dire que c'est à peu près normal aussi. Les gens peuvent circuler, peuvent voyager sans trop s'inquiéter. Moi-même, j'ai fait un voyage récemment dans ma province natale pour voir ma vieille mère. Et je suis revenu à Pékin. Donc on peut voyager. Ceci étant, on reste prudent. Oui. On prend des précautions
Par exemple, lorsque je voyageais, je portais le masque. Bien sûr. Voilà, tout au long du voyage. Voilà. Et puis, je fais aussi des tests. Des dépistages. Voilà, des dépistages pour être sûr, voilà, non seulement pour moi-même, mais pour aussi rassurer les gens, Pour les proches, les bien sûr. autres, voilà, les membres de la famille, les collègues, les amis. Voilà, bon. Et puis, aujourd'hui même, toujours, pour prendre le train, pour prendre le bus, pour prendre le métro, le masque est obligatoire. Et puis pour entrer dans les supermarchés, dans les banques, dans les hôpitaux, on prend votre température. Voilà. Bon, vous voyez, on reste prudent. Ceci étant, voilà, la vie quotidienne est à peu près normale, malgré quelques cas de temps en temps, quelques cas de malades de temps en temps signalés ici ou là, mais très vite encadrés, et le reste des gens sont protégés. Voilà. Bon. Je crois que maintenant, le principal danger, c'est quand même des malades qui arrivent de l'extérieur. Parce que tous les jours, pratiquement, il y a des malades qui arrivent en Chine, voilà, principalement en avion. Voilà, bon. Nous avons des mesures de précaution. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent tout de suite un test en arrivant. Et puis, il y a 14 jours de confinement, pour être sûr. Mais bon, malheureusement, tous les jours, on découvre quelques malades, voilà, ici et là. Lorsque ces voyageurs arrivent de l'étranger en Chine, bon, on n'est pas totalement tranquille, mais en gros, la vie quotidienne est normale. C'est la vigilance toujours qui règne en Chine maintenant. Mais selon vous, est-ce que les gens autour de vous sont-ils déjà habitués aux mesures sanitaires, aux mesures barrières maintenant? Je crois que les gens sont habitués. Surtout, les gens ne sont pas aussi tellement inquiétés comme au début. Au début, c'est une maladie inconnue. On ne savait pas où ça va aller. Oui. Voilà. Et puis maintenant, on sait que alors, le virus est connu, est identifié, il y a des vaccins, il y a des mesures à prendre. Si on respecte bien les consignes, alors on a moins de risques. Oui. Voilà. Et puis le traitement médical est plus efficace par rapport au début, parce qu'au début c'était une maladie inconnue. On ne savait pas comment vraiment on peut le traiter, on peut le neutraliser. Et maintenant, on connaît parfaitement voilà, les mesures à prendre. Bon. Du coup, on est moins inquiété. Mais ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste prudent, on respecte les consignes, et, voilà, on porte le masque s'il le faut. Oui. Du coup, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Les gens sont habitués. Oui, et maintenant avec les mesures assez efficaces et avec la campagne de vaccination qui est toujours en cours, en fait, on est moins inquiet maintenant. On est beaucoup moins inquiet. Disons qu'il y a déjà plusieurs dizaines de millions de Chinois qui ont été vaccinés. Hein. Oui, donc, et la campagne va poursuivre, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. La production d'ailleurs des vaccins est très importante en Chine. Voilà. On peut satisfaire la demande intérieure, mais on peut même exporter. Il y a déjà pas mal de pays qui souhaitent importer des vaccins chinois. Tout à fait. Et maintenant, pas de problème d'approvisionnement en vaccins? Non. Oui. Il y a déjà plusieurs vaccins qui sont autorisés à être commercialisés. Voilà. Oui. Bon, d'ailleurs, la vaccination, en gros, je crois que c'est gratuit. Hein, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Voilà. Et maintenant, revenons un peu sur notre sujet principal et retraçons un peu l'histoire de la CCPPC. En quelle année a-t-elle été créée et dans quelles circonstances? Alors, comme je vous ai dit, c'est un mécanisme très particulier. Oui. Ça a été créé juste à la veille de la fondation de la République populaire de Chine. Avant la fondation de la Chine nouvelle. Voilà, c'est-à-dire en 1949, à la veille de la proclamation de la nouvelle Chine, il fallait avoir une institution qui décidait, après des discussions, après avoir écouté les avis de tout le monde, c'est-à-dire les représentants de tous les milieux sociaux, de toutes les forces politiques, décider quelque chose, c'est-à-dire quel serait le système politique, social, économique du pays. Bon, bien sûr, il y a le Parti communiste chinois qui avait pris le pouvoir, mais le PCC ne voulait pas dire tout seul. Le PCC voulait bien écouter l'avis de tout le monde. Du coup, surtout des autres
les autres partis politiques voilà, qui ont participé à la prise du pouvoir du PCC, c'était des alliés, c'était des partis politiques alliés du PCC. Oui. Du coup, toutes les personnalités représentatives des différents milieux sociaux, les représentants des partis politiques alliés du PCC, les membres du PCC, et d'autres personnalités voilà, qui ont voulu apporter leur contribution à ces discussions, ont formé la première conférence politique consultative du peuple chinois en 1949, juste à la veille de la proclamation de la Chine nouvelle en 1er octobre, c'est-à-dire au mois de septembre, je crois, c'était la première CCPPC. Bon, ils ont décidé l'hymne national, ils ont décidé le drapeau national, ils ont décidé l'armoire du pays, ils ont aussi décidé, je crois, l'utilisation du calendrier universel. Parce qu'avant, la Chine utilisait un autre calendrier qui était assez compliqué. Bon, vous voyez, c'était le rôle finalement de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est correct de comprendre que en fait, la CCPPC est née avant l'APN et avant la création de l'APN? Oui, tout à fait, parce que la PN, l'Assemblée populaire nationale, a été créée 2 ans ou 3 ans plus tard. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Vous savez, c'était à l'issue d'une guerre civile de plusieurs années que le PCC a pris le pouvoir. Il n'était pas question de créer une assemblée, un parlement. Bon. Donc d'abord la CCPPC, ensuite finalement on a créé l'Assemblée populaire nationale qui joue le rôle officiellement du Parlement. Mais à ce moment-là, on a aussi défini de façon très claire le rôle de l'Assemblée populaire nationale et celui de la conférence politique consultative du peuple chinois, pour que chacun travaille de son côté, mais tout en conjointement. Tout en donnant des avis réciproques afin de faciliter une prise de décision valable, correcte, qui va dans les intérêts de tout le monde. Oui. Et puis, si l'on peut voir une certaine ressemblance entre les organes politiques chinois que sont l'APN et la CCPPC que vous avez évoqué tout à l'heure, et avec des organes politiques occidentaux tels que, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat français, et puis il est incorrect de les tenir comme équivalents. Et donc, quelles sont les principales différences selon vous? Vous avez raison, il est incorrect de dire que les deux chambres en Chine, c'est l'équivalent des 2 chambres dans d'autres pays. La principale différence, comme je vous ai dit, la conférence CCPPC n'a pas un pouvoir législatif, malgré le fait que cette conférence participe activement et pleinement au processus de prise de décision. Mais elle n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est toujours l'Assemblée populaire nationale. Bon, mais ceci étant, le rôle est tout à fait indispensable pour la vie démocratique du pays. Parce qu'il ne faut pas que l'Assemblée populaire nationale dise tout seul, tout. Bon, et il y a donc la CCPPC qui accompagne le système démocratique chinois pour fonctionner, pour un fonctionnement de la vie démocratique et politique dans les meilleures conditions. Mais, bref, chez nous, les jeux démocratiques en Chine, c'est la solidarité, ça se joue de façon constructive. C'est-à-dire tout le monde travaille pour que le pays aille mieux. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de rivalité. D'accord ? Il n'est pas question que la CCPPC rejette les décisions de l'APN. Non, puisqu'avant, il a déjà eu beaucoup de discussions. Les avis principaux et efficaces et utiles de la CCPPC sont déjà pris en considération au cours de la prise de décision par l'Assemblée populaire nationale. Donc, pas de rivalité, pas de blocage,
tout le monde travaille de façon constructive Oui. pour le meilleur intérêt de tous les Chinois. Voilà. C'est ça la différence. Et tout à fait. Quant aux organes politiques occidentaux, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat français, par exemple, est-ce que toutes les deux, elles ont des droits de décision dans une certaine mesure? Bon, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai connu, voilà, le Sénat peut rejeter, le Sénat français peut rejeter, voilà, un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en France. Bon, seulement ben, ils ont aussi un système de garde-fou pour ne pas bloquer, paralyser la vie en France, la vie politique en France. C'est que dans ce cas, dans le cas de rejet par le Sénat français, voilà, d'un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale doit revoter encore une fois, voilà, une deuxième fois. Repasser. Et cette fois-ci, si jamais le projet de loi a été adopté à nouveau, c'est-à-dire pour deuxième fois, dans ce cas, le Sénat français n'a plus la possibilité de rejeter encore. Voilà, c'est ça le système. Et pensez-vous que l'APN et la CCPPC, autrement dit un organe législatif couplé à un organe consultatif, sont adaptés au paysage politique du pays, à la Chine? Tout à fait, tout à fait. Mais comme je vous ai dit, voilà, cette structure est née à la suite d'une période, voilà, très très troublante, c'est-à-dire très très pénible. Voilà, très très pénible pour les Chinois. Voilà. Avant 1949, avant la naissance de la Chine nouvelle, la Chine était victime d'agressions étrangères, de guerres civiles, de misère, voilà, des famines, des catastrophes naturelles, des maladies. Les Chinois vivaient dans des conditions épouvantables. Oui. L'espérance de vie des Chinois, c'était seulement 35 ans en 1949. 35 ans seulement. 35 ans seulement. Ben, vous pouvez imaginer, beaucoup de guerres qui tuent, Bien sûr. des maladies qui tuent, des famines qui tuent. Les conditions sanitaires pas suffisantes. Voilà. Bon. Et puis, avec la naissance de la Chine, tout va de mieux en mieux. Aujourd'hui, l'espérance de vie des Chinois, c'est à peu près 78 ans. 78 c'est ans. à peu près Deux fois plus. Deux fois plus. Mais vous voyez, le système politique, doublé, oui. Voilà, le système politique, avec justement voilà, cette connexion entre deux institutions importantes au niveau national, voilà, une législative, l'autre consultative, marche très très bien, voilà, et pour que la Chine, voilà, devienne aujourd'hui deuxième puissance économique du monde. Oui. Et les membres de la CCPPC ne sont pas tout à fait élus de la même manière que les députés de l'APN, puisqu'ils sont principalement recommandés. Et donc, quels sont les critères qui valent une recommandation? Bon, mais en effet, les membres de la CCPPC ne sont pas élus. Ne sont pas élus du tout. Voilà, mais ils sont recommandés, oui. Puisque ce sont des représentants des différents partis politiques d'abord. Oui. Voilà, ce sont les différents partis politiques qui recommandent, voilà, à la CCPPC les membres, leurs membres, qui pourraient, voilà, jouer leur rôle. Voilà. Oui, et puis, ce sont des représentants aussi des différents milieux sociaux. Voilà, bon, en Chine, bon, toutes les professions sont représentées au sein de la CCPPC. Ce sont aussi des représentants des minorités ethniques. Puisque la plupart des Chinois sont des reins, mais il ne faut pas que la majorité des Chinois agissent sans tenir compte des intérêts des minorités. Bon, voilà. Du coup, ce sont des représentants des différents milieux sociaux, des différents partis politiques, des différentes ethnies minoritaires, qui sont recommandés, voilà, mais qui doivent être capables de participer à la prise de décision politique, parce que tout le monde n'est pas à la hauteur. Bon, il faut que ce soit des gens, alors, qui connaissent les dossiers, qui connaissent la vie sociale et économique du pays, et qui comprennent les soucis de la population, voilà, qui peuvent dire quelque chose, voilà, qui peuvent formuler des idées, donner des propositions. Donc ce sont des gens capables de participer à la prise de décision. Et puis, il y a un critère très important, il faut que ce soit des gens honnêtes. Parce que là, ils ont un rôle
à jouer pour la vie économique et sociale du Ils ont pays. une influence très importante. Il faut envers qu'ils les se autres. comportent Oui. bien. Si C'est vrai. individuellement ils se comportent mal, ils sont immédiatement rejetés par la CCPPC. On Oui. ne peut pas accepter des gens qui n'agissent pas de façon exemplaire. Ça, c'est compréhensible. Et donc, ce sont des personnes qui sont recommandées, mais ils ont aussi des devoirs ou bien des tâches lors de leur mandat. Quelles sont- Évidemment, mais il ne peut pas rester membre sans travailler. Voilà. Il faut être Mais digne. quelles tâches, par exemple? Justement, comme je vous ai expliqué. Les, Il faut les proposer des propositions. propositions, ça c'est essentiel. Mhm. Il faut communiquer entre le pouvoir de décision et la population aussi, Oui. parce que ce sont les représentants des milieux sociaux, des partis politiques et des différentes ethnies nationales. Il faut qu'ils communiquent aussi, ils expliquent aux instances de décision Oui. ce que souhaite la population, et puis ils doivent expliquer aussi à la population que les décisions qui ont été prises en haut correspondent bien à ce que vous souhaitez. Ils ont beaucoup de rôles à jouer. Ils doivent aussi faire des voyages Ils doivent d'études pour mieux beaucoup comprendre. travailler Oui, lors ils de doivent- leur mandat. Ils doivent travailler. Oui, ils ne sont bien pas sûr. là pour toucher quelque chose et sans rien faire. Non. Oui. Non. Alors, vous avez dit tout à l'heure que certains membres de la CCPPC proviennent d'un parti politique et d'autres sont des représentants d'un secteur, par exemple. Et inclure le maximum de secteurs que possible dans la CCPPC, est-ce un objectif visé pour une plus grande représentativité, selon vous? Tout à fait, tout à fait. Il faut que ce soit le plus représentatif possible, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Il faut que tous les Chinois sont représentés, sont écoutés. Il faut écouter toutes les voix. Voilà, à travers justement cette représentation. Bon, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 2100 membres de la conférence qui représentent... C'est-à-dire lors de 30. ces 5 ans. Lors de leur mandat, ça il y se a renouvelle 2000, tous les 5 ans. Et cette année, c'est Euh, leur 4e session. 4e session. Et l'année prochaine, il y aura un changement. une- Il y aura un Oui. changement, c'est-à-dire, on va renouveler la conférence. Voilà, c'est plus de 2100 personnes, représentent 34 catégories de gens. Voilà, Oui. des milieux sociaux, des partis politiques, des minorités ethniques, etc. etc. Donc, Oui. c'est très, très représentatif. très variée aussi. C'est très varié. Oui. Voilà. Bon. Et cette année, la session de la CCPPC dure à peu près une semaine, et pas encore une semaine en fait. Et pouvez-vous nous présenter l'ordre du jour principal lors de cette session et quel rôle jouent les membres de la conférence en fait? Ça, c'est déjà annoncé. Je vais vous expliquer. Oui, Ça, bien c'est sûr, des- je vous laisse la ça- parole. Voilà, ça s'est déjà annoncé hier par le porte-parole de la CCPPC. Il a dit que d'abord les membres de la conférence devraient écouter le rapport d'activité présenté par le président de la CCPPC. Le président du comité national de la CCPPC, M. à fait. Wang Yang. Oui. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout Et à puis, l'heure, on l'écoutera. il va écouter aussi le rapport concernant les mentions, c'est-à-dire durant toute cette année, depuis la dernière session de l'année dernière. Donc Oui, bien sûr. les membres de la CCPPC ont formulé beaucoup de mentions, Propositions, il y a eu oui. beaucoup de propositions. Voilà, donc il y a un rapport pour faire le bilan. Voilà. Du coup, les membres de la conférence devraient écouter aussi ce rapport-là, et puis ils vont assister à la session de l'Assemblée populaire nationale, comme chaque année. Voilà. C'est prévu pour C'est prévu. demain la C'est première. prévu, Oui. c'est prévu. Alors, donc, ils vont assister, ils vont écouter aussi le rapport d'activité du Premier ministre. Le rapport Bien sûr, d'activité, un voilà, rapport très attendu. très Alors, attendu. Ils vont discuter Oui. pour voir si c'est bon. Parce que dans ce rapport, il y aura non seulement le bilan pour l'année dernière, mais aussi les propositions pour formuler le travail de l'année en cours, mais aussi les propositions sur le plan quinquennal, puisque cette année, le 14e quinquennal, bien sûr. Donc Oui. et le plan quinquennal et en plus le programme de développement pour l'année 2035. 35. Donc ils ont beaucoup de travail à faire, ils vont discuter de tout ça, apporter leur contribution pour l'élaboration finale de tous ces documents. Et puis ils vont aussi passer en examen une résolution de la CCPPC pour cette session.
C'est vers la fin de la Vers session. la fin. Vers la Oui. fin, voilà. C'est Et le puis président. demain, on va écouter le rapport de monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre chinois, Tout à fait. Li Keqiang. Et puis, les membres de la CCPPC, ils vont discuter de ce rapport. Oui, ils vont apporter leur contribution pour voir s'il y a des modifications à faire. Voilà, et s'il y a des propositions à ajouter, etc., etc. Ils vont travailler activement là-dessus. Ils vont jouer leur rôle, hein. C'est leur rôle. Oui, bien sûr. Voilà. Et quels sont, selon vous, les sujets majeurs de discussion attendus lors de ces 2 sessions de cette année? Parce que cette année est particulière, comme nous avons parlé tout à l'heure. Et puis, il s'agit non seulement du début du 14e quinquennat, mais aussi du centenaire de la partie communiste chinois, mais aussi le début du plan à long terme à l'horizon 2035, par exemple. Est-ce qu'il y aura des sujets intéressants, selon vous, à discuter? Évidemment, évidemment. Ben, comme vous avez mentionné, il y aura certainement les 2 plus grands documents qui feront l'objet de discussion. Le 14e plan quinquennal, le programme de développement pour 2035. Alors, pour élaborer ces 2 documents importants, plusieurs sujets sont incontournables. Merci, monsieur. La cérémonie d'ouverture commence maintenant. Image sur place. Chers membres de la CCPPC, chers amis, chers camarades, pour assister à la 4e session du 13e comité national de la CCPPC, les délégués à se présenter sont du nombre de 2159. Les délégués réellement présents sont de 2106. Le nombre requis est atteint. Maintenant, je déclare ouverte la 4e session du 13e comité national de la CCPPC. J'invite tout le monde à se lever pour suivre l'exécution de l'hymne national. Veuillez vous asseoir.
sont invités à se présenter à la présente séance le camarade Xi Jinping, président de la République et secrétaire général du comité central du parti, président de la commission centrale militaire et d'autres dirigeants du parti et de l'État, ainsi que des responsables du comité central, du comité permanent de l'APN et des autorités du Conseil des affaires d'État, ainsi que des chefs de mission diplomatiques accrédités en Chine. Je tiens à leur souhaiter chaleureusement la bienvenue. Il y a 3 points de l'ordre du jour pour notre séance d'ouverture. Maintenant, je passe au premier point de l'ordre du jour pour examiner l'ordre du jour de la 4e session du 13e comité national de la CCPPC. J'invite à faire la lecture de ce projet de l'agenda. Le projet de l'agenda de la 4e session. Premièrement, c'est écouter le rapport sur le comité d'activité du comité permanent. Deuxièmement, suivre le rapport sur la situation des propositions avancées. Troisièmement, assister à la 4e session de l'APN pour suivre le rapport sur les activités du gouvernement et participer aux discussions du 14e plan quinquennal. Quatrièmement, examiner la résolution politique de la 4e session du 13e comité national. 5. Adopter les résolutions sur le rapport d'activité du comité permanent. Et adopter le rapport sur le rapport des propositions avancées. Examiner et adopter le rapport sur l'examen des propositions. Fin de lecture. Chers membres de la CCPPC, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce projet de l'agenda? Si ce n'est pas le cas, veuillez applaudir pour marquer votre adoption. Maintenant, je voudrais passer au point 2 de l'ordre du jour. Je voudrais inviter le président Wang Yang à présenter le rapport du travail du comité permanent du 13e comité national de la CCPPC. Chers membres de la CCPPC, au nom du comité permanent du 13e comité national de la CCPPC, je présente le rapport d'activité pour votre examen. Première partie, l'année 2020. Focalisation de notre esprit et de notre énergie autour des tâches centrales du parti et de l'État. L'année 2020 est une année extraordinaire dans l'histoire de la Nouvelle Chine. Face à un contexte et des tâches complexes et ardues et des défis et risques sans précédent, le comité central du parti centré sur le camarade Xi Jinping unit tous les peuples ethniques du parti et de toute la Chine ont travaillé dans solidarité et avec assiduité et ont transformé les crises en opportunités pour remporter les principaux résultats stratégiques importants sur la lutte contre la COVID-19 avec la victoire globale contre la pauvreté. Le 13e plan quinquennal a été accompli
Et nous avons aussi créé de nouveaux exploits qui sont satisfaisants pour le peuple, qui focalisent l'attention mondiale et qui veulent s'inscrire dans l'histoire. Avec la direction ferme du comité central du parti, notre comité national et comité permanent veut bien suivre l'instruction et la théorie du camarade Xi Jinping sur la pensée du socialisme chinois de nouvelle ère est centrée sur la lutte contre l'épidémie et les développements économiques et sociaux. Nous avons bien rempli nos obligations. Nous avons renforcé notre efficacité de travail en tant qu'organe de consultation. Nous avons apporté notre contribution positive sur l'atteinte des objectifs du 13e plan quinquennal et nous avons remporté de nouveaux exploits dans notre tâche. Premièrement, nous avons approfondi nos études théoriques pour consolider la base politique et idéologique. Nous voudrions centrer sur les études de la théorie du parti et nous avons consolidé les sciences et formations d'études sur cette théorie au sein des membres de la CCPPC. Nous avons créé 11 groupes de causerie et d'études qui ont fait 46 séances d'études et de formation. Surtout, ils ont bien étudié le volume 3 de livres du camarade Xi Jinping sur la gouvernance de l'État. Ils ont bien suivi et étudié les discours importants les plus récents du secrétaire général Xi Jinping et ils ont bien étudié l'esprit central de la session plénière, 5e session plénière du 10e comité central du parti et nous avons aussi créé 47 groupes de lecture avec plus de 14 000 personnes qui ont participé à des séances de discussion et d'échange sur les sujets de la conscience de la communauté de la nation chinoise, l'économie digitale et la lutte contre l'épidémie COVID-19. Grâce à des propositions et bulletins rédigés et publiés avec les informations fournies par la CCPPC, les bulletins de lecture et les articles sélectionnés et les nouveaux médias, nous avons bien diffusé cette conscience commune à la société. Surtout, la série spéciale sur les études du Code civil ont pu trouver une fréquentation de visites de plus de 60 millions de personnes. Nous avons ainsi promouvoir le mouvement de la lecture dans la société grâce à nos propres activités. Et nous avons aussi bien renforcé les 4 consciences, les 4 autoconfiances et les idéologies liées sur les 2 sauvegardes. La CCPPC, en tant qu'une plateforme importante qui peut unir les différentes personnalités de milieux sociaux, nous avons pu jouer un rôle plus important. Deuxièmement, nous avons pu bien approfondir le rôle de consultation pour bien servir la lutte contre la COVID-19 et le développement économique et social. Nous avons bien mis en œuvre les instructions données par le comité central du parti, organisé les différentes unités et comités ad hoc de notre conférence. Et autour des sujets importants sur le mécanisme de contrôle et de lutte contre l'épidémie, la reprise du travail, nous avons bien travaillé pour promouvoir la stabilité dans 4 domaines et pour nous avons aussi renforcé l'accomplissement des 6 tâches importantes. Nous avons fait 699 propositions avec 249 bulletins quotidiens sur la situation sociale. Nous avons organisé des visites d'enquête des membres dans la province du Hubei qui ont vu en personne la situation locale et les efforts fournis par les populations. Ils ont aussi trouvé une grande inspiration. Beaucoup de membres ont travaillé dans leur ligne de travail et ont participé activement à la lutte contre l'épidémie pour le traitement des maladies, pour le travail de recherche scientifique et pour stabiliser la production. Avec les différentes formes de consultation,
efficace, nous avons pu bien faire jouer le rôle des délégués et des membres de la CCPPC. Nous avons organisé 24 activités de consultation importantes et organisé 80 enquêtes durant toute l'année par les formes de causeries, des séminaires et des visioconférences et des séances d'analyse de la situation. Nous avons pu focaliser l'attention sur les consultations politiques et économiques et les propositions à faire, sur la coopération innovante de la Grande Baie, Canton, Macao et Hong Kong, sur le redressement de la campagne et sur l'amélioration de l'environnement commercial et sur la prévention des risques financiers ainsi que le développement des entreprises émergentes scientifiques et la promotion de la modernisation à la campagne ainsi que le renforcement des équipes juridiques et le soutien à la création d'emplois avec des formes souples et la protection et le développement de grande qualité du bassin du fleuve jaune ainsi que la protection des steppes et de l'océan. Nous avons coopéré avec la Fédération nationale de l'industrie et du commerce. Nous avons organisé des enquêtes conjointes avec les visioconférences. Nous avons pu mobiliser les membres et les masses populaires pour établir un mécanisme à long terme efficace contre la pauvreté relative. Nous avons aussi organisé le suivi des propositions à mettre en œuvre et les enquêtes sur la consolidation des résultats de la lutte contre la pauvreté dans l'ouest de Chine. Durant le 14e plan quinquennal, nous avons bien joué notre rôle de supervision. Et nous avons aussi rapporté 2547 bulletins d'information de la CCPPC. Nous avons reçu 5974 propositions et dont 5044 propositions ont été étudiées et mises en œuvre. Troisièmement, Troisièmement, nous avons dégagé de larges consensus pour forger de l'énergie positive par la solidarité et la coopération. Nous avons recouru aux plateformes des entretiens, des conférences et des campagnes de sensibilisation organisées par les membres des projets spécialisés pour perfectionner une situation de travail qui relie l'intérieur et l'extérieur du Parti communiste chinois entre les membres et les représentants de différents milieux de la société. Nous avons organisé les entretiens avec plus de 300 personnes, des membres qui ne sont pas membres du Parti communiste chinois, pour bien comprendre la situation de la société et leur situation, leur état d'esprit. Nous avons organisé également des séances de communication au nombre de plus d'une dizaine et 11 inspections spécialisées des membres pour un auto-perfectionnement pour ces membres. Nous avons organisé également 14 séances des membres de projets spécialisés avec 12 programmes de conférences des membres. Ces programmes et ce reportage ont été vus par plus de 200 millions de personnes. Les différents partis démocratiques ont avancé des propositions au nom de leur propre parti démocratique avec des interventions. Les comités centraux des différents partis démocratiques, la Fédération nationale de l'industrie et du commerce ont participé à des activités de consultation. Nous avons organisé des symposiums avec des participants de différentes ethnies minoritaires, de différents milieux religieux. Nous avons organisé également des membres de Hong Kong et de Macao pour participer au symposium. Nous avons organisé des expositions pour féliciter le 75e anniversaire de récupération de Taïwan de l'occupation japonaise. Nous avons organisé également de 3e édition de forums de gouvernance de base entre les deux rives de Taïwan. Nous organisons également des activités diplomatiques en présentiel, en distanciel. En ce qui concerne les absurdités, les allégations fallacieuses,
sur le Xinjiang, le Tibet, le Hong Kong et sur la lutte contre le Covid-19. Nous avons publié des déclarations, organisé des symposiums et des interviews accordées par des membres pour dénoncer ces allégations fallacieuses et nous soutenons également le Conseil économique et social de la Chine, le Conseil de la paix des religieux de la Chine pour mettre au point les positions de notre pays. Quatrièmement, nous perfectionnons notre système de travail pour concrétiser l'esprit fixé par la conférence centrale du travail de la CCBPC. Nous avons su focaliser les priorités de travail de la CCBPC pour perfectionner notre système de travail en définissant bien des principes, des formes, des modalités, des procédures pour mener à bien notre travail et rendre le travail de consultation politique de la CCBPC plus scientifique, normalisé et institutionnalisé. Nous élaborons et mettrons en œuvre les avis sur le travail de consensus dégagé par la CCBPC. Nous avons bien fixé les plateformes, les mécanismes, les objets de travail pour dégager davantage de consensus, pour bien définir les procédures et les actions plus efficaces pour transformer les positions du Parti communiste chinois en consensus de tous les secteurs de la société et rendre cette transformation plus institutionnalisée. Nous élaborons également les méthodes pour sélectionner et superviser l'application et la concrétisation des propositions lancées par les membres de la CCBPC. Nous mettons également l'accent sur la responsabilité et les disciplines pour encourager les membres à bien remplir leurs fonctions et honorer les membres qui ont effectué un travail de qualité. Cinquièmement, nous améliorons le développement propre de la CCBPC. Nous concrétisons le système de la direction du Parti communiste chinois sur le travail de la CCBPC en bien concrétisant les instructions du secrétaire général Xi Jinping et les décisions et les dispositions prises par le comité central du PCC sur le travail de la CCBPC pour renforcer la direction du Parti communiste chinois sur tous les travaux de la CCBPC. Nous organisons également des commentaires sur la situation de remplissage et de responsabilité des membres de la CCBPC en perfectionnant le système de participation en qualité d'observateur des conférences du comité permanent du comité national de la CCBPC, en faisant un bilan sur les expériences obtenues depuis l'organisation de 3e session du 13e comité national de la CCBPC. Nous avons établi des mécanismes de rétrocession, des mécanismes de responsabilisation des membres de la CCBPC et de gestion de travail de ses membres, en concrétisant les principes fixés par les comités spécialisés de la CCBPC. Nous avons su faire valoir les fonctions de ces comités spécialisés en renforçant leur rôle. Nous organisons également des séances, des échanges d'expériences des comités de CCBPC de différentes localités pour généraliser leur bonne expertise. Nous faisons également jouer le rôle de société de recherche scientifique et théorique de la CCBPC. Nous soutenons également le groupe d'inspection du comité central sur le travail de groupes de partis communistes chinois de différents CCBPC de différents échelons pour renforcer la construction d'un style de travail performant et intégré pour que les organisations de différents échelons puissent respecter les principes politiques, les principes disciplinaires et remplir bien leurs responsabilités. Chers membres, les réalisations de l'année passée ont été obtenues grâce à la direction ferme du comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping
comme noyau dirigeant est obtenu grâce au soutien indéfectible du comité du Parti communiste chinois, de différents échelons de gouvernement, de différents échelons et de soutien de différents milieux de la société est obtenu grâce aux efforts de différentes organisations, de différents échelons de la CCPBC et de tous les membres participants de la CCPBC. Je tiens à leur dire mes sincères remerciements. En même temps, nous devons rester lucides devant les insuffisances dans notre travail. Nous devons continuer à concrétiser le principe fixé par la conférence centrale sur le travail de la CCPBC. Nous devons continuer à renforcer nos capacités de consultation politique en dégageant davantage de consensus, en améliorant les méthodes de notre consultation. Nous devons continuer à améliorer les travaux dans tous ces domaines. Deuxième partie, en 2021, nous allons focaliser nos efforts sur la première année de l'application du 14e progrès quinquennal pour remplir nos responsabilités. L'année 2001 constitue le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois et cela constitue également la première année de notre nouvelle marche vers la modernisation générale de notre pays socialiste. La CCPBC devrait à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme paradigmatique chinois de la nouvelle ère, et nous devons appliquer les principes fixés par le 19e congrès du Parti communiste chinois et ses 2e, 3e, 4e, 5e sessions plénières du comité central du 19e congrès. Et nous devons prendre de nouveaux départs dans cette nouvelle phase de développement en concrétisant de nouveaux concepts de développement, en profitant de la nouvelle situation de développement. Et nous allons rester fidèles au double thème de l'unité et de démocratie pour concrétiser les principes et les décisions politiques fixées par le comité central pour mener à bien notre travail de proposition et de participation aux délibérations politiques pour remplir sur un niveau plus élevé nos responsabilités. Premièrement, pour féliciter le centenaire de la fondation du PCC, nous allons organiser des activités d'apprentissage, des séances d'échange et de lecture pour concourir à bien organiser les expositions historiques sur le 8e congrès du Parti communiste chinois et d'autres activités célébrant le 100e anniversaire de la fondation de PCC. Nous organisons également des activités d'apprentissage pour faire participer davantage de membres de différents partis démocratiques de la CCPBC, les représentants de différents milieux, pour nous inspirer de processus historiques de la lutte centenaire de PCC et pour nous inspirer du processus de la libération, de l'enrichissement, de la montée en puissance de la nation chinoise dans l'histoire de développement de la cause de la CCPBC sous la direction du Parti communiste chinois pour bien comprendre l'engagement initial et les missions des communistes chinois et pour bien comprendre le rôle pivot des communistes chinois dans le leadership du peuple chinois et que la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère constitue un guide scientifique de grand renouveau de la nation chinoise en renforçant notre identification politique, idéologique, théorique et empathique pour suivre les instructions du Parti communiste chinois. 2. Renforcer l'efficacité des consultations et des propositions 着眼党和国家工作全局，围绕构建新发展格局、平安中国建设召开专题议定性常委会会议，就实施乡村振兴战略、应对人口老龄化等进行专题协商，综合运用双周协商座谈会、提案办理协商、网络议政、远程协商、对口协商、界别协商等形式。 紧扣加快启动新的国家科技重大专项、高质量教育体系建设、提升产业链供应链现代化水平、保障农产品质量安全、促进文活事业高质量发展、推动民族地区多渠道就业、加强长江经济带生态保护、做好 profond de notre organe de consultation sur de grands sujets majeurs liés à des grands projets
scientifiques de l'État, le système de l'éducation de haute qualité, la modernisation de la chaîne d'approvisionnement, la garantie de la sécurité alimentaire et la promotion de l'œuvre culturelle et la promotion de la création de l'emploi dans les régions habitées par les ethnies minoritaires et renforcer la protection écologique du bande économique du Yangtze. Nous avons pu également travailler activement pour assister le gouvernement et le parti sur la mise en œuvre des politiques stratégiques importantes. Troisièmement, nous voudrions focaliser la sagesse et l'énergie sur les objectifs majeurs de la grande solidarité nationale. Nous avons organisé des séances de formation des membres et plus de 10 séances de formation ont été organisées et accomplies pour élargir les canaux de diffusion de notre conscience commune. Nous avons pu refléter en temps réel les remarques et propositions en renforçant le lien entre les membres et les masses populaires de différents milieux. Avec les causeries des différentes personnalités du milieu social et les causeries en ligne de la lecture des membres ainsi que les activités de rencontre entre les membres ainsi qu'avec les intellectuels en dehors du parti et les personnalités d'ethnie minoritaire, des personnalités du milieu religieux ainsi que d'autres milieux. Nous avons pu renforcer les liens et la communication. Sur le renforcement de l'éducation, patriotisme à Macao et à Hong Kong, nous avons aussi fait des consultations et des enquêtes. Nous avons organisé les activités de célébration du 110e anniversaire de la Révolution de 1911 pour faire valoir son esprit révolutionnaire afin de promouvoir l'œuvre de réunification de la patrie et promouvoir le redressement de notre nation. Nous voudrions ainsi élargir notre sphère d'amitié dans le contexte épidémique. Quatrièmement, nous voudrions renforcer notre capacité de travail grâce à la mise en œuvre institutionnelle. Nous avons pu bien mis en œuvre les règlements sur le renforcement du travail de consultation du peuple. Nous avons pu organiser les séances de partage d'expériences sur le travail du parti. Nous avons pu ainsi renforcer les mécanismes de statistiques, d'encouragement, d'évaluation et de discipline sur les membres. Nous avons renforcé le travail de proposition, les enquêtes, la prise de parole à la conférence et le reflètement des opinions populaires ainsi que le travail de sensibilisation. Nous avons organisé la causerie de travail sur la sensibilisation à faire par la CCPPC. Nous avons organisé le séminaire théorique sur le rôle joué par notre organe de consultation populaire spécial. Nous voudrions réformer notre style de travail et faire des économies pour baisser le coût du travail et améliorer la qualité du travail. Nous avons aussi fait du travail de promotion sur la réforme des inspections au sein de notre organe. Troisième partie, renforcer l'édification de notre organe de consultation spéciale pour améliorer l'efficacité institutionnelle de notre organe. La Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement de modernisation socialiste sur tous les plans, ce qui impose de nouvelles exigences sur notre travail de consultation populaire. Nous voudrons bien mettre en œuvre les instructions importantes avancées par le secrétaire général Xi Jinping sur le renforcement du travail de consultation populaire. Nous avons pu renforcer notre travail d'organe de consultation pour faire de notre organe de consultation une plateforme et un mécanisme qui est favorable à la meilleure efficacité de la gouvernance de l'État. Premièrement, c'est de bien saisir notre avantage d'organe constitutionnel.
Notre conférence consultative politique du peuple chinois constitue une partie composante importante du système de gouvernance d'État et d'une plateforme importante et spéciale sur la gouvernance de la Chine. Nous devons bien comprendre la pratique réussie du système politique socialiste à la chinoise depuis 70 ans et bien comprendre l'historique que nous avons parcouru durant la lutte contre l'épidémie COVID-19, contre la pauvreté et contre les différents risques et défis importants. Nous avons pu aussi mieux ressentir l'avantage de notre système de consultation démocratique et sa capacité de jugement politique, capacité de compréhension politique et capacité d'exécution politique. Nous devons bien mettre en œuvre tous ces atouts sur la solidarité nationale et populaire, sur les consultations d'égal à égal et sur notre avantage de pouvoir focaliser l'attention générale et l'esprit solidaire. Nous avons aussi la capacité de bien réunir les grandes sagesses et les forces intellectuelles et coordonner les différentes relations, ainsi que nous pouvons apporter notre contribution théorique et sociale pour assister à réaliser la grande mission du redressement de la nation chinoise. Deuxièmement, nous devons continuer à améliorer le système de travail de l'organe consultatif spécialisé. Depuis le début du mandat du 13e Comité national de la CCPC, nous avons déjà élaboré et révisé 77 mécanismes de travail. On a déjà jeté une base sur la charte de la CCPC en termes de système de travail pour bien réaliser le remplissage des fonctions, l'organisation et le développement des capacités des membres de la CCPC. Nous devons être guidés par les pratiques avec de nouvelles plateformes et nous devons consulter une culture de consultation en héritant la bonne tradition de la nation chinoise pour approfondir notre pratique de consultation politique. Et nous devons définir les objectifs communs en dégageant une force commune pour chercher des points communs dans les divergences, rester cosmopolite en respectant le principe de l'égalité et de l'inclusivité pour bien faire rayonner les avantages et les positions de l'organe consultatif spécialisé qu'est la CCPC. Et nous devons appliquer de manière stricte et respecter toutes les règles et les mécanismes de travail. Il nous faut définir un système de consultation pour réaliser une interaction et une coordination entre les différents systèmes de consultation, dont le système de consultation de la CCPC, pour faire jouer le rôle de l'organe de consultation spécialisé dans le système de gouvernance nationale. Troisièmement, nous devons mettre l'accent sur le renforcement de nos capacités en termes de l'organe consultatif spécialisé. Le renforcement de notre capacité constitue un point clé de renforcement du système de gouvernance nationale et de la modernisation de notre capacité de gouvernance. Il faut faire de la CCPC un front important pour le renforcement et le maintien de la direction du parti sur toutes les actions de notre pays. Et il faut également faire de la CCPC une plateforme pour dégager davantage de consensus et pour unir et sensibiliser les représentants de tous les milieux et de tous les groupes ethniques de notre pays. Le renforcement de l'étude et de l'apprentissage constitue une mission importante de tous les membres de la CCPC. Nous devons renforcer notre capacité de maîtrise politique, de recherche et de renforcer les liens avec la masse populaire et les capacités de coopération et de travail en commun. Et il faut également renforcer notre capacité de consultation, ce qui est le plus important pour les membres de la CCPC. Nous devons également améliorer nos capacités de consultation avec les représentants des membres et des représentants
non Parti communiste chinois. Et il faut également renforcer notre capacité de consultation avec les différents départements, avec les représentants de différents milieux de la société pour refléter leurs demandes, les opinions publiques et dégager davantage de consensus. Nous devons renforcer également la formation et les recherches au niveau des membres de la CCPPC pour qu'ils puissent traduire les principes de consultation dans la pratique, pour qu'ils puissent faire des propositions divergentes tout en trouvant des points communs, tout en renforçant l'efficacité de notre action de consultation. Les membres de la CCPPC devraient bien comprendre le rôle de la CCPPC, savoir comment mener à bien la consultation et les délibérations politiques. Ils doivent respecter les disciplines, les règles et les codes de conduite excellents. Ils devraient prendre la responsabilité et rendre leur action bénéfique à notre pays, à notre nation, à notre peuple, pour assumer leurs responsabilités en tant que membres de la CCPPC. Chers membres, devant la passe forte, dure comme du fer, à grande enjambée, nous la franchissons par le sommet. Unissons-nous encore plus étroitement autour du comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant. Portons au lever le grand drapeau du socialisme à la chinoise. Réalisons de nouveaux progrès dans le travail de la CCPPC dans la nouvelle ère. Apportons de nouvelles contributions encore plus importantes aux nouvelle victoire de la modernisation de notre pays socialiste et à la réalisation du deuxième objectif centenaire. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Vous venez d'assister à la 4e session du 13e comité national de la CCPPC. Nous enchaînons avec l'interview sur le plateau. Rebonjour Monsieur Wu. Rebonjour. Tout à l'heure, nous venons d'assister à la cérémonie d'ouverture et nous venons d'écouter Monsieur Wang Yang qui a prononcé un discours, un rapport d'activité en tant que président du comité national de la CCPPC. Est-ce qu'il y a des éléments ou bien des points qui vous ont particulièrement impressionné, lesquels? Premièrement, comme on a dit tout à l'heure, malgré le fait qu'il y a eu cette pandémie, les membres de la CCPPC ont quand même beaucoup travaillé. Oui. Bon, le président a fait le bilan. Et puis, pour cette année, il a aussi avancé les tâches à accomplir. Ils vont continuer à travailler pour apporter leur contribution à la prise de décision future. Bon, les sujets sont nombreux. La revitalisation de la région rurale. Oui. Ça, ce sera une tâche importante pour l'ensemble du pays. Après l'éradication de la pauvreté, maintenant c'est la tâche de la revitalisation des régions rurales. Bon. Ils vont discuter énormément sur ce sujet. Et puis aussi un autre sujet intéressant qui m'impressionne particulièrement, c'est il a évoqué le sujet de vieillissement de la société. En effet, c'est déjà un phénomène très marquant. Préoccupant aussi. C'est visible. Mon exemple est typique, je vous ai dit, pendant la période de la fête de 20 ans, je suis allé voir ma mère. Elle a 92 ans. Et moi-même, je fais partie des personnes âgées. Et, j'ai dû accompagner ma mère pendant cette période de fête. Vous êtes... Imaginez de nombreuses familles qui se retrouvent dans la même situation, c'est-à-dire vous avez des personnes âgées qui vivent très longtemps, grâce au niveau de vie d'ailleurs, comme je vous ai dit. Avant, au début de la Chine nouvelle, c'était seulement 35 ans. Maintenant, les gens vivent de plus en plus long. Avec les conditions sanitaires de meilleures en meilleures, en fait, l'espérance de vie pour les Chinois, bien sûr. Mais ça pose un problème.
C'est-à-dire ma mère, bon, elle a donc sa fille, c'est-à-dire ma sœur qui vit avec elle. Et moi, de temps en temps, je peux l'accompagner. Mais il y a beaucoup d'autres familles dont les personnes âgées n'ont pas cette chance parce que leurs enfants sont très occupés. Voilà, ils ont leur boulot, ils ont leurs petits, ils ont des enfants à élever. Bon, donc il faut que la société s'organise pour aider les personnes âgées qui souffrent de solitude. Voilà, bon. C'est pas vraiment le niveau de vie qui pose le problème. C'est la solitude, c'est les infrastructures, voilà, les pensionnats par exemple, les pensionnats convenables qui peuvent recevoir les personnes âgées lorsqu'ils souhaitent. Parce que, bon, l'aide, assistance psychologique aussi, parce que des personnes âgées peuvent souffrir sur le plan psychologique aussi. Voilà. Bon. Du coup, voilà, le président a mentionné ce problème. Ce sera aussi l'objet de discussion pour cette année. Les membres de la CCPPC. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'innovation technologique. Voilà. Ça, c'est aussi une tâche stratégique du pays. Les membres de la CCPPC vont travailler. D'ailleurs, il y a beaucoup de savants, d'experts qui sont membres de la CCPPC. Oui, bien sûr. Ils sont bien placés pour parler de ça, d'innovation technologique. Oui. Voilà, bon. On peut imaginer qu'il y aura beaucoup de membres qui sont issus de ces secteurs, les secteurs scientifiques, technologiques. Il y a des scientifiques, il y a des médecins, par exemple. Bon. D'ailleurs, certains partis politiques alliés du PCC sont des partis spécialement formés, voilà, dans quel ou tel milieu. Voilà. Bon, alors, à part ça, le président a également demandé à tous les membres du CCPPC d'être meilleurs, c'est-à-dire professionnellement, voilà, plus capables de jouer leur rôle. Oui. Donc il demande à ses membres, voilà, de bien étudier, voilà, la situation du pays, de faire des enquêtes, voilà, de rester en contact étroit avec la population, voilà, et de savoir coopérer. Coopérer entre les collègues, coopérer aussi avec les collègues de l'Assemblée populaire nationale. Bon, il a donc demandé à tous ses membres de travailler davantage, non seulement pour les sujets professionnels, mais aussi pour leur propre personne, pour former une meilleure personnalité, voilà, capable de jouer le rôle. Voilà, donc c'est un rapport intéressant. Je pense que les membres de la CCPPC vont continuer à travailler. Voilà, bien sûr. Et ce sont en fait déjà des personnalités issues de différents secteurs, mais ils ont encore une tâche très importante. Il est jamais facile d'atteindre à la hauteur, c'est-à-dire il n'est jamais facile d'être à la hauteur d'être un membre de la CCPPC. Ce n'est pas toujours facile. Il faut être digne de leur rôle, de leur responsabilité, parce que tout le monde attend d'eux, voilà, les contributions. Pour la prise de décision. Bien sûr. Et en 2020, la Chine a annoncé l'éradication de l'extrême pauvreté sur son territoire, comme vous avez évoqué aussi. Est-ce que cela signifie que la lutte contre la pauvreté est terminée pour le pays définitivement ou bien pas encore? Bon, disons que voilà, la lutte contre la pauvreté extrême, ça c'est fini. On a remporté la victoire. Mettre un terme à cette tâche-là. Voilà, c'est-à-dire plus de 770 millions de Chinois ont pu sortir de l'extrême pauvreté ou de bien de la pauvreté. De l'extrême pauvreté, voilà. C'est plus de 70% de l'ensemble de la population mondiale vivant en dessous du seuil de pauvreté et qui ont réussi à s'en sortir. Bon, donc la contribution de la Chine est remarquable. C'est un miracle. Je connais bien voilà, la situation de ces gens-là qui vivaient dans des situations difficiles. Voilà. Parce que j'ai passé 5 ans dans la campagne chinoise. Alors, les pauvres, c'était surtout des ruraux. Voilà. À cause des conditions naturelles difficiles, à cause du faible niveau de développement rural,
beaucoup de gens, en effet, vivaient dans des conditions très, très difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mené des luttes, voilà, une lutte acharnée. C'était il y a combien d'années, ces 5 ans que vous passez en C'était dans les années 60 et 70. 70, voilà. Oui, 60 et 70. La lutte a commencé vraiment à partir des années 80. Voilà, c'est-à-dire peu après la politique de réforme et d'ouverture. Voilà. Et surtout, ces dernières années, ces 8 dernières années, c'était la bataille décisive, voilà, pour éradiquer la pauvreté. Définitivement, oui. Et on a réussi avec tous les moyens possibles, y compris le déménagement. Ceux qui vivaient dans des conditions vraiment difficiles, leur région ne permettait pas vraiment aux êtres humains de vivre correctement, eh bien, carrément, on les déménage. Alors, on prépare donc des conditions de vie et des conditions de travail convenables pour ceux qui ont déménagé. Voilà. L'État a beaucoup investi, mais bon, de toute façon, la tâche a été énorme, mais ce n'est pas fini. C'est vrai que tout le monde a pu sortir de l'état de pauvreté, mais premièrement, il faut prévenir le retour dans la pauvreté. Il ne faut pas que ceux qui arrivent à s'en sortir reviennent dans leur ancienne situation. Quelles seront les raisons principales pour ces retours, selon vous? Les maladies, par exemple, le chômage? Voilà. L'emploi, il faut créer de nouveaux emplois pour les gens, par exemple, qui se sont reconvertis dans d'autres activités. Voilà. Surtout les gens qui ont déménagé, par exemple. Voilà. Très souvent, on les regroupe dans des zones urbaines. Voilà. Et ils ont leur terre dans un endroit reculé, assez loin. Bon, ils gardent la possibilité d'exploiter, mais techniquement, ce n'est plus possible. Ils sont très loin. Et puis, comme c'était difficile de vivre là-bas, bon, il faut donc, dans ce cas, créer de nouveaux secteurs dans le secteur industriel et dans le secteur de services. Et ceux qui restent dans leur village, si leurs conditions naturelles le permettent, il faut qu'ils aient d'autres activités, s'ils veulent s'en sortir, par exemple. Ceux qui vivaient de la culture traditionnelle de céréales, il faut qu'ils pensent à autre chose. Voilà. Des plantes fruitières, des plantes médicales, par exemple, ou bien carrément, ils se lancent dans d'autres activités, par exemple les activités touristiques. C'est ce que maintenant beaucoup de ruraux font. Voilà. Le tourisme se développe très très bien. Voilà. Très souvent d'ailleurs, les régions reculées sont des régions dont le paysage est pittoresque. Oui, voilà. Tout à fait. Mais là, pour ça, il faut que l'État investisse énormément dans les infrastructures. Oui, donc, pour les années à venir, c'est la revitalisation des régions rurales, qui veut dire beaucoup de choses. Prévenir le retour dans la pauvreté, mais aussi développer toujours davantage la production dans les régions rurales, pour que les ruraux continuent à avoir leur niveau de vie s'améliorer. Merci, monsieur. Je pense qu'il y aura bien sûr beaucoup de sujets à discuter pour les membres de la CCPPC. C'est la fin de cette émission spéciale. Les 2 sessions viennent de s'ouvrir et dureront encore plusieurs jours. Suivez CGTN français pour davantage d'informations sur l'événement politique que nous couvrirons tout au long de sa durée. Merci de votre fidélité et à très vite.